Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre apéro philo chaque samedi à 19 h. Ce soir, eh bien, nous allons parler de l'histoire. Après 60 ans d'une relative accalmie, est-ce que l'histoire est en train de redevenir tragique ? Eh bien, c'est à cette question que nous allons essayer de répondre avec François Bayrou, maire de Pau, et puis futur candidat, vraisemblable, à l'élection présidentielle de 2017. Oui, Ce non, genre oui. de panneau est un peu usé pour que je tombe dedans. Bon, d'accord, on passe. Alors, Pierre Conesa, alors vous êtes un spécialiste de stratégie militaire, vous publiez notamment La fabrication de l'ennemi aux éditions Robert Laffont, et puis Jean Sévilla, notre anti-historien, parce que c'est l'historien anti-politiquement correct, qui publie, c'est une sorte de best-seller, maintenant ça fait des années que ça dure, L'histoire passionnée de la France, est aux éditions Perrin. Face à nos trois invités, nos trois agrégés de philo, Eliade Abécassis, Gerline Mühlmann et Mazarine Pinjot. Et bien entendu, vous pouvez réagir tout au long de cette émission sur les réseaux sociaux, notamment avec #LGQ pour les grandes questions. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, on y va. Vous voyez, vous, une troisième guerre mondiale ? Quelque chose se profiler comme ça ? Vous êtes inquiet, vous ? D'abord, vous avez dit quelque chose, vous avez dit dans votre présentation, après 60 ans de relative accalmie pour nous en Europe, parce que ailleurs dans le monde, l'accalmie n'a pas été aussi sensible que vous le dites, il y a eu de grands affrontements, de grandes guerres. Bon. Deuxièmement, c'est vrai que, vous savez, il y a eu un grand débat philosophique ou d'histoire des idées, parce qu'au moment où le mur de Berlin est tombé, il y a beaucoup de gens, enfin il y a un très grand publiciste américain qui a écrit que c'était la fin de l'histoire. Un peu plus que ça, d'ailleurs. C'était un universitaire. Oui, un grand... Francis Fukuyama. Oui, mais j'employais le mot publiciste au sens négatif. qui parle des affaires publiques. Voilà. Le sens traditionnel du mot. Et il a dit c'est la fin de l'histoire. Et en réalité, évidemment, beaucoup de gens en Europe ont cru que d'une certaine manière un terme était arrivé. Mais moi je crois que l'histoire ne s'achève jamais. Et que les raisons qui ont fait les grandes crises historiques, elles reviennent. J'ai, comme vous savez, publié plusieurs livres sur les guerres de religion, et sur Henri IV, et sur la fin des guerres de religion par Henri IV. Écrit par vous-même, c'est assez rare chez nos hommes politiques. Merci de le rappeler. Mais pour la petite enveloppe, je vous verrai à la fin. Et donc, on retrouve aujourd'hui les ressorts puissants qui paraissent très difficiles à maîtriser. Des grands affrontements qui tournent autour de la religion, ou plus exactement autour de la volonté d'imposer sa religion aux autres. La caractéristique des guerres mondiales, quand même, c'est que les deux dernières, celles qui ont ensanglanté quand même cet affreux XXe siècle, quand même, qui avait autre chose à voir que ces 50 dernières années. Enfin, ça a été quand même un énorme charnier. On a laissé beaucoup de morts derrière. On les voit pas arriver, ces grandes guerres. Enfin, on les voit arriver 2-3 ans avant, mais on les voit pas arriver. J'espère que non, mais ce qui s'est passé dans les années 30 était avant-coureur, on ne savait pas de quoi, et on n'imaginait pas que la folie et la haine immodérée, idéologique pouvaient aller aussi loin. L'histoire nous surprend, mais je vous assure que les guerres de religion dont je parlais à l'instant, c'était pas tendre non plus. En même temps, il faut se méfier des analogies un peu trop faciles. D'abord, les guerres, aucune ne ressemble à une autre. Il faudrait rappeler que dans les années 30, on attendait une guerre sur un modèle de 14-18, et puis c'est d'autres choses qui s'est passé. On attend toujours la précédente. Voilà, on attend la précédente. Donc si jamais il y a un troisième conflit mondial qui va se profiler, il ne ressemblera pas au précédent. Donc il ne faut pas la penser et la préparer, éventuellement, selon les modèles antérieurs. C'est le grand défi, parce que par définition, il faut affronter du nouveau, le penser du nouveau, et donc un nouveau frais. Pierre Conesa ? Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'après les attentats, tout à coup, le terme de guerre est réapparu dans le débat public. En disant la France est en guerre, etc. Non, il y a un abus de langage qui est terrible, parce que la guerre, c'est quand même l'inversion des valeurs. C'est l'inversion des valeurs, parce qu'il faut tuer, et si vous ne tuez pas, vous êtes tué par vos congénères, ce qui est quand même inquiétant. Donc il ne faut quand même pas trop utiliser ce terme, surtout quand on n'est pas en guerre. Parce que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas une guerre. On a eu un président américain qui nous a expliqué que c'était une guerre.
on a payé cher cette erreur stratégique. Donc on n'est pas dans cette Vous situation. voulez parler de George W. Bush? Par exemple, oui. Et effectivement, il a déclaré la guerre à la prolifération au terrorisme. C'est la première fois dans l'histoire qu'on fait la guerre à des concepts, quand même, ce qui était une création intellectuelle originale. Et en fait, vous avez vu la suite. Il n'y a pas de globalité, il y a des crises, il y a des situations particulières, et donc on n'est pas en guerre. Enfin. Bon, alors on va maintenant s'intéresser plus particulièrement à vous, François Bayrou, autour de l'Europe. Est-ce que l'Europe n'est pas en train de devenir un champ de ruines? Non, l'Europe n'est pas en train de devenir un champ de ruines. Il y a une situation inédite qui est à nos portes, une guerre alors absolument traditionnelle, classique en Ukraine, classique, horriblement classique en Ukraine. Qui risque de s'aggraver à cause des difficultés économiques de Vladimir Poutine, qui a intérêt à bouger parce que ça va pas très bien dans son pays. Bien sûr. Bon, et puis de l'autre côté, il y a la guerre que nous a déclarée Daesh, hein, à la France. Ben c'est. Et à l'Europe aussi. Alors je ne sais pas si le terme de guerre, au sens, si c'est un terme plutôt métaphorique ou plutôt réel, mais la vérité, oui, c'est que nous sommes cibles d'un affrontement et partie prenante d'un conflit avec on va dire, oui, l'État islamique, le fanatisme qui est décidé à imposer sa vision de la religion par la force à tous les territoires qu'on dominera. Et ça, c'est en effet, ça donne lieu à des scènes de barbarie inouïes ou sans précédent depuis déjà quelques décennies. Je vais vous laisser maintenant entre les mains de Mazarine Pinjot. Oui, alors moi je voudrais vous poser une question sur l'Europe justement. Et sur l'identité, l'identité européenne. Alors effectivement, peut-être que si on avait une défense commune, voire un ennemi commun, ça pourrait renforcer quelque chose qui serait de l'ordre de l'identité. L'Europe s'est construite sur des ruines, à coup de volontarisme, mais aussi d'une idée très belle, très forte, qui est la raison, enfin, qui est le rationalisme. Plus jamais ça. Le plus jamais ça, et à la fois des valeurs communes. Alors c'est difficile de construire quelque chose uniquement sur des valeurs communes. Je voudrais juste vous citer les propos de Husserl dans sa conférence de 1935 à Vienne, qui commence comme ça et qui ensuite se termine de la façon suivante. Nous posons la question. Comment se caractérise la figure spirituelle de l'Europe? Et là, effectivement, il entend la raison critique qui est née au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec Socrate, Platon, etc. Et il termine sa conférence en écrivant « La crise de l'existence européenne ne peut avoir que deux issues. Ou bien le déclin de l'Europe devenue étrangère à son propre sens rationnel de la vie, la chute dans la haine spirituelle et la barbarie, ou bien la renaissance de l'Europe à partir de l'esprit de la philosophie, grâce à un héroïsme de la raison qui surmonte définitivement le naturalisme. Le plus grand danger pour l'Europe est la lassitude. » Alors deux questions. D'abord, comment essayer de créer une identité qui soit supranationale à l'heure des replis identitaires? Est-ce qu'on peut penser une identité précisément qui ne soit pas un repli? Et deuxième question, que fait-on avec la lassitude? Vous posez la question de l'identité européenne. Pourquoi vous posez la question? Parce que c'est intéressant de se demander pourquoi cette question vient tout le temps. Est-ce qu'on peut bâtir une identité européenne? Permettez-moi de risquer une réponse. Cette question, elle est si difficile pour les gens et si lourde et si porteuse de conflits pour une raison qu'on ne formule pas, c'est qu'on croit, chez nous en France spécialement, on croit qu'on ne peut avoir qu'une seule identité. Que si on est français, on ne peut pas être autre chose. Alors vous avez des débats éternels sur la nationalité ou sur le régionalisme, comment l'idée régionale, le basque, le béarnais, le breton, l'alsacien, comment peuvent-ils être français? Et si on dépassait cette idée avec cette affirmation, qui est en tout cas la mienne, qu'on peut avoir plusieurs identités en même temps, et qu'en effet il existe une identité européenne qui nous distingue par le genre de vie, par la manière dont on se comporte, par la manière dont on pense, par les libertés qu'on a, qui forment un ensemble européen, par notre passé et par notre manière de vivre. La question qui se pose, c'est quand même, l'identité, elle se définit par des frontières, traditionnellement. Même si la notion de frontière est... Non.
la notion de frontière peut être souple, mais il y a un point... J'ai une identité, j'ai pas de Il y a un frontière. point est, non, non, c'est du latin, il y a un point où quelque chose est, ensuite quelque chose n'est plus. La question de l'identité de l'Europe est aussi liée à ses limites, on va dire, ou ses frontières, pas au sens étatique, mais où s'arrête l'Europe. Donc là, on retrouve quand même l'identité, parce qu'on est dans le processus d'élargissement européen est extrêmement intéressant, mais on élargit jusqu'à un point où on rencontre d'autres pays, d'autres frontières, d'autres cultures, et je veux dire jusqu'à quel point s'intègre-t-il ou non à l'Europe. Donc la question n'est pas neutre, parce que voilà, jusqu'à quel point la question a été vue sous la façon un peu polémique, mais enfin légitimement sur la question de la Turquie. Ouais. Est-ce que la Turquie est européenne ou non? C'est un débat. Enfin, est-ce que si la Turquie avait été européenne, on en serait là aujourd'hui avec Daesh et la Syrie? C'est aussi une autre question qu'on peut poser. Vous avez posé une question. On chasse pas l'histoire. C'est quand même. Vous connaissez les thèses de Carl Schmitt, hein, on se définit par rapport à l'autre, c'est-à-dire la fonction du politique est de définir l'ennemi. Bon. La caractéristique de l'Europe, c'est que justement, elle n'a pas d'ennemi. C'est-à-dire qu'on voit bien que les concepts stratégiques entre ceux des Scandinaves, ceux des Français, ceux des Britanniques ou ceux éventuellement, je ne sais pas moi, de l'Autriche sont des concepts stratégiques totalement différents. Une moitié de l'Europe a suivi George Bush en Irak, dans une guerre illégale. Une moitié de l'Europe, aujourd'hui, estime que sa sécurité ne se joue pas en Irak. Et donc, on a une entité qui, aujourd'hui, en tout cas, ne peut pas se penser comme une totalité. Daesh a déclaré la guerre à l'Occident, donc à l'Europe. Donc c'est notre ennemi. Qu'est-ce que c'est l'Occident dans la tête de Daesh? C'est l'Europe, c'est les Lumières. Attendez, là on est sur un plan philosophique. Vous prêtez beaucoup d'intelligence philosophique à Daesh. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit obligatoirement l'idée même des Lumières. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, dans le comportement d'animosité ou d'hostilité de Daesh, c'est que vous avez une espèce de hiérarchie qui, paradoxalement, n'est pas celle que nous imaginons. Les principaux ennemis de Daesh sont les chiites. C'est-à-dire que c'est d'abord une guerre de religion. Et c'est bien pour ça que notre posture à nous est très en porte-à-faux. Avons-nous à nous mêler d'une guerre de religion? Il y a 9 États de la région dans lesquels aujourd'hui sunnites et chiites se massacrent. Est-ce notre fonction à nous, de chevalier blanc, d'arriver au milieu en nous disant on va vous séparer? Sauf que la guerre, maintenant, elle est chez nous. Maintenant, nous savons qu'elle est chez nous. Elle est importée chez nous. Cette guerre de religion est devenue la nôtre, puisque nous avons des religions chez nous. Et nous avons des religieux chez nous qui font la guerre aux Lumières, c'est-à-dire à la raison, à l'humour, enfin, tout ce qui fait cet esprit voltairien, l'irrévérence, ce qui fait l'identité de l'Europe, je pense. Je crois qu'on confond deux choses. Il y a le fait qu'effectivement, vous avez une radicalisation dans la communauté musulmane française. Moi, j'ai sorti un rapport justement sur quelle politique de contre-radicalisation en France. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce rapport est sorti en décembre, à une époque où il n'y a eu aucun écho médiatique. Malheureusement ou heureusement pour moi, il y a eu les attentats. Tout à coup, c'est devenu une question d'actualité formidable. Et aujourd'hui, vous voyez que tout le monde ne parle plus que de la radicalisation dans l'islam, comment est-ce qu'on peut lutter contre, Dounia Bouzar, etc. etc. Bon. Et donc, vous avez une question à un moment, c'est-à-dire que quelle est l'image que vous vous projetez de l'autre? C'est-à-dire à quel moment est-ce que vous considérez que c'est l'autre qui vous agresse? Vous voyez ma question? Oui. Bon, et cette question-là, c'est-à-dire qu'il faut se la poser d'abord en tant que Français, en se demandant pourquoi ce processus de radicalisation. Et puis deuxième question, c'est de se dire est-ce que notre politique extérieure ne contribue pas à créer cette radicalisation? Alors, parmi les difficultés que l'Europe a affrontées, il y a aussi des problèmes économiques. Et je pense à la crise financière grecque, à ce qui se passe aujourd'hui avec la victoire de Syriza. Qu'est-ce qu'il faut faire, François Bayrou? Regarder, attendre? Moi, vous savez, il y a un mouvement assez général qui pense que, au fond, Syriza peut obtenir gain de cause. Et moi, je pense que Syriza n'a pas de chance de succès. Ou bien le probable est qu'ils vont décevoir terriblement les promesses, ou bien ils vont se trouver devant un mur. Parce que, n'est-ce pas, c'est des choses de bon sens. Ils ont promis, je ne sais combien, 12 milliards. De distribution au peuple grec. Il se trouve qu'ils n'en ont pas le premier euro et qu'ils sont obligés d'emprunter tous les jours, comme nous aussi, pour faire les fins de mois, comme on dit, pour payer les fonctionnaires. Par exemple, on dit qu'ils n'ont pas de quoi payer les fonctionnaires au mois de mars. Et donc, si vous avez besoin de cet argent, vous devez l'emprunter. Et quand vous allez voir la personne ou l'entité ou la banque ou les banquiers ou les États qui peuvent vous prêter, c'est pas une très bonne entrée en matière que de dire je voudrais vous emprunter de l'argent mais je vous rembourserai pas. Les Français, qu'est-ce qu'ils peuvent penser par rapport à ça? Parce que les Grecs leur doivent déjà beaucoup d'argent. 40 milliards au peuple français. Sans compter donc d'autres c'est nous qui allons payer la dette engagements. grecque? Non, mais s'il était passé. C'était la dette de l'Irak de Saddam Hussein. Hein.
Ouais. Celle qu'on a annulée, vous savez. Oui, très bien, mais il se trouve que vous, enfin, à mon avis, le fait que nous puissions emprunter à des taux extrêmement bas vient d'une seule chose, ou en tout cas vient d'un élément principal, il y en a de secondaires, c'est que les prêteurs pensent qu'ils vont être remboursés. Et s'ils pensent qu'ils vont être remboursés, alors ils prêtent à des taux actuellement les plus bas de l'histoire qu'on ait jamais rencontrés. Ce qui nous fait beaucoup de bien, comme chacun sait, ça va très bien l'économie dans cette situation. Ça va mal. Même si je sais que beaucoup de gens pensent... Ah oui, ça, la sortie de l'euro, c'est une éventualité. C'est ce que j'appelle la rupture. Je pense qu'elle est une possibilité, sinon une probabilité, parce qu'au bout du chemin, en effet... Ce que vous dites, c'est que la Grèce risque de sortir de l'euro. Quelles sont les conséquences pour les Français si la Grèce quitte l'euro, comme vous le prévoyez plus ou moins? Alors, si la Grèce quitte l'euro et prétend continuer à emprunter, ça veut dire ne rembourse pas sa dette, alors nous aurons perdu 40 milliards, c'est-à-dire la moitié de notre déficit annuel. On aura augmenté de 50% notre déficit annuel. C'est quand même rude de penser que ce choix de solidarité que j'ai soutenu, qui consiste à dire on ne va pas laisser tomber un pays européen, se retourne ainsi parce que contre les ça donnerait citoyens. raison aux Européens qui, comme les Allemands par exemple, disaient à l'époque ce serait mieux que la Grèce s'en aille. Ça donnerait raison, au moment de la grande crise, il y a quelques années. À tous les gens qui plaident le chacun pour soi. Elisabeth Apekassis. Mais vous qui avez, ce qui n'est pas ma vision. Vous qui avez travaillé sur les guerres de religion, est-ce que vous pensez que nous sommes dans une guerre de religion, c'est-à-dire des gens qui pensent que Dieu existe, qui sont prêts à sacrifier leur vie pour Dieu, contre des gens qui ont dit Dieu est mort et qui ont coupé la tête des rois Pas du tout, c'est pas du tout ça. Les guerres de religion, ce sont des gens qui pensent également que Dieu existe, qui pensent également, mais simplement qui ne lui voient pas. C'est la guerre contre les incroyants. La guerre de religion, ça peut aussi être la guerre contre les incroyants. Non, mais les guerres de religion que j'évoque historiquement en France, la guerre de religion du XVIe siècle, c'est une guerre civile. Mais là aussi, c'est une guerre civile. Au nom on parle de la France, là, quand même. De la religion. C'est au nom de... Alors, nous ne sommes pas dans cette guerre-là, mais nous sommes exposés à des mouvements terribles de gens qui, eux, ont choisi d'imposer leur vision religieuse à l'ensemble des terres qu'ils contrôleront, pour simplifier. Donc ça, c'est une guerre de religion. Et ça, c'est une... Mais ça, c'est pas chez nous. Ça n'est pas chez nous. Ah, c'est pas chez nous. Alors là, les islamistes qui ont tué les humoristes, les policiers et les juifs qui font leurs courses, ça n'était pas au nom de la religion. Mais attendez, on n'est pas en guerre de religion, il y a un abus de langage terrible quand même. Vous vous rendez compte de ce qu'ont été nos guerres de religion par rapport à ce qu'on est en train de vivre? Vous avez 5 à 7 millions de musulmans aujourd'hui Pierre en France. Est-ce que nos guerres de religion, qui étaient atroces et qui, évidemment, ça ne correspond pas du tout à ce qui se passe aujourd'hui, mais est-ce qu'elles n'ont pas commencé comme ça? Ben non, la guerre de religion... Est-ce qu'elles n'ont pas commencé par... La véritable guerre de religion est en train de se passer aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est-à-dire depuis la Somalie jusqu'à l'Iran, jusqu'à l'Afghanistan, et au Pakistan inclus. C'est là-bas qu'elle se passe, la guerre de religion. C'est pour ça que je pose la question de notre rôle dans cette guerre-là. Mais cette guerre-là, elle est chez nous, là, depuis le 7, le 8, le 9, et depuis bien avant, en fait. C'est pas une guerre, on a 5 à 7 millions de musulmans. Alors, il y a les militaires qui sont en train de défendre tous les sites, mais on n'est pas en guerre. On a sorti l'armée, là. Écoutez, madame, là, l'armée est en train de défendre les Français. Depuis le mois de juin, il y a eu 12 séminaires organisés par des associations musulmanes, et il y en a encore 6 en préparation, qui sont toutes sur la thématique la radicalisation, que peut-on faire contre? C'est-à-dire, vous avez une classe moyenne musulmane, française musulmane, qui s'est mobilisée contre la radicalisation, et ces gens-là ne sont pas en guerre contre la société française. Et donc, on n'est pas dans une guerre de religion. On est en train de dire qu'on est dans une guerre de religion contre des radicaux, contre des extrémistes, comme toutes les guerres de religion, d'ailleurs. Il y a des assauts terroristes, des gens avec une vision, une idéologie, une folie, on en pourra employer le mot qu'on veut, en tout cas une barbarie qui porte une horreur épouvantable, qui ont choisi des cibles chez nous. Mais nous ne sommes pas
dans une guerre de religion avec qui que ce soit. Non, mais eux, nous ne sommes pas en guerre contre eux, mais eux, ils sont en guerre contre nous. Difficilement de nous protéger contre des assauts de cet ordre. Alors ce sont des assauts ponctuels qui n'ont pas de catégorie, qui n'ont pas de nom et qui n'ont pas de religion. Ce sont des gens qui ont décidé comme ça de... Mais madame, c'est le fondamentalisme islamique, islamiste. C'est dur de désigner l'ennemi. Il faut le qualifier. Fondamentalisme islamiste, ça ne veut rien dire. C'est le salafisme. Il faut le qualifier parce que le reste des musulmans a besoin de cette qualification. La majorité des musulmans qui aujourd'hui ne posent aucun problème, on ne peut pas considérer que c'est un fondamentaliste. Vous voulez que j'assimile... Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Bien sûr, mais il faut le nommer. Vous voulez que j'assimile et il y a en effet un mouvement qui date d'il y a 50 ou 60 ou 80 ans, qui est un mouvement qui voudrait ramener l'islam à un fantasmé islam des origines, du 7e siècle. C'est ça que c'est ça un mouvement politique, et il y a même deux orientations à l'intérieur. Ces gens-là, en effet, nous sommes en confrontation avec eux. Mais la France n'a n'est en guerre avec aucune religion, et le fait de vouloir à tout prix dire mais si tout ça c'est l'islam, je ne le crois pas. Je pense que l'immense majorité, madame, l'immense majorité des musulmans qui vivent en France, ils se sentent aussi profondément blessés que d'autres et que nous le sommes. Et ils se sentent encore plus blessés. Nous leur devons et ils se sentent encore de plus reconnaître blessés. qu'ils sont différents de ceux que l'on qualifie. Voilà, c'est important de les qualifier la cible. C'est pour ça qu'on dit fondamentalisme, salafisme. Voilà. On utilise des concepts qui sont génériques. Le terrorisme international. On est allé au Mali pour combattre le terrorisme international. S'il fallait combattre le terrorisme international, on serait occupé de l'Irlande, du Pays Basque ou des Corses. Quand on regarde les statistiques d'Europol, il y a eu plus d'attentats régionalistes en Europe que d'attentats islamistes. Donc, qualifions la chose. Je sais que ça pose beaucoup de problèmes diplomatiques de qualifier le salafisme parce que c'est l'Arabie Saoudite qui est derrière. Mais enfin, je reviens sur mon idée de départ. Faut-il défendre l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire le docteur Frankenstein, contre le monstre qu'il a créé? Bon, alors après avoir parlé de l'Europe avec vous, François Bayrou, on va aborder la question de l'ennemi avec Pierre Conessa, qui a bien étudié le vrai visage de l'ennemi à travers son livre. Alors, comment vous le voyez, l'ennemi? Il est où? C'est qui? D'abord, ma réflexion a commencé parce que j'étais dans les affaires stratégiques dans la décennie 90, c'est-à-dire le moment où l'URSS nous a fait la mauvaise blague de disparaître. Et en fait, quand vous êtes dans les affaires stratégiques et qu'il n'y a plus d'ennemis, vous avez deux choix. Soit c'est le chômage technique et la baisse des budgets, soit vous inventez des ennemis. Et c'est ce qu'ont fait les Américains dans la décennie 90. C'est le clash des civilisations, c'est la fin de l'histoire. Et on prenait tout ça, mais alors avec une espèce de fascination extraordinaire. Rappelez-vous, le clash des civilisations a été traduit en 35 langues. Ça voulait dire que tout le débat stratégique mondial était structuré autour de ça. Il y avait des aberrations. Le livre est très bien, mais il y avait des aberrations extraordinaires dedans. Mais on structurait le débat. Bon, il se trouve qu'après, il y a eu le 11 septembre, donc heureusement, on a retrouvé un peu de raison, avec une analyse stratégique encore plus extraordinaire qui a été celle de George Bush, où il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes dans les attentats du 11 septembre, et il fait un discours en janvier 2002 pour expliquer que l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Cette espèce de tour de passe-passe stratégique m'a fasciné. Parce que je me suis dit, mais finalement, le choix de l'ennemi n'est pas une donnée objective, c'est une donnée politique. Et donc, c'est là-dessus que j'ai construit la typologie des ennemis qui essayent de couvrir, encore une fois, les 400 crises. Alors, où est-ce qu'ils sont les ennemis? Si vous pouviez les définir les uns par les autres. Mais moi, j'estime... Alors, attendez, moi, je fais une généalogie des ennemis. Nos ennemis à nous. On n'a pas d'ennemis. On n'a pas d'ennemis. Je sais pas, apparemment... Non, attendez. L'ennemi a cette caractéristique de tout à coup inverser votre système de valeurs. C'est-à-dire, je vais lui faire la guerre parce que je ne peux plus discuter avec lui, et je vais lui faire la guerre, c'est-à-dire, je vais m'autoriser à tuer, je vais obliger mes citoyens à tuer. Quand on est un État démocratique, si on veut faire la guerre, il faut convaincre l'opinion publique. C'est la caractéristique qui nous différencie des dictatures. Et donc, c'est ce processus de conviction pour nous amener à la guerre que j'ai essayé de démonter. Et encore une fois, si on utilise le terme d'ennemi pour dire il faut déclencher une guerre, je pense que nous n'avons pas d'ennemis. Nous avons probablement des postures dans lesquelles nous pouvons débattre. Le cas avec la Russie me paraît le plus caricatural. On a nous-mêmes créé une situation de conflit sur la Crimée. Donc vous voulez dire un peu, c'est un peu toujours notre faute, quoi. C'est toujours la grande faute de l'Occident, quoi qu'il arrive. Et d'une certaine manière, l'ennemi, c'est l'Américain. Ben non, mais attendez, j'ai pas dit que c'était l'Américain. Je constate simplement que c'est le 4e président américain qui décide une invasion militaire en Irak. Bon, donc quand même quelques doutes au bout du compte. C'est pas l'Irak qui a envahi les États-Unis, encore une fois. Donc le fait de se poser en tant que démocratie
les processus de conviction qui nous amènent à la guerre m'a paru un travail de philosophe. Je renvoie le travail vers nos interlocutrices. Mais ça me paraît un travail essentiel. Combien de fois a-t-on déclenché des guerres en se disant « Regardez le processus de l'attentat terroriste. Là, on a eu l'égorgement de 4 occidentaux. On a décidé d'aller envoyer les troupes. Et évidemment, avec un discours sur le thème « Ça ne se passera pas comme ça, on sera vengé ». Moi, j'étais né en Algérie en 1954, quand les époux Monroe ont été égorgés. Et on a eu le même discours. Ça ne se passera pas comme ça, il faut envoyer la troupe. On a envoyé la troupe, vous connaissez la fin de l'histoire. Bon. Et donc, encore une fois, ce processus qui médiatiquement, tout à coup, fait déraper le langage en disant nous sommes en guerre, on va réagir militairement, et ce processus contre lequel le politique devrait avoir un minimum de rationalité. En disant on lutte contre le terrorisme avec des moyens des agents spéciaux, avec des services actions, avec du renseignement, avec de la police, mais on ne note pas avec des moyens militaires. Jean Sévilla. Pour savoir qui est l'ennemi, il faudrait aussi se rappeler de l'histoire. Je veux dire, on s'est provoqué aussi des ennemis parfois qu'on a, je veux dire, artificiellement par oubli de l'histoire. Dans le cas de la Crimée ou de l'Ukraine, je veux dire, je pense que l'Europe a été extrêmement prudente en oubliant, ou l'Occident, si ce mot a un sens, en oubliant que l'Ukraine est historiquement un pays frontière. Je veux dire, or, dès lors qu'on a voulu, ça a toujours été un pays de pont entre l'Est et l'Ouest, dès lors que l'Ouest, pour faire court, c'est un mot d'autrefois, mais enfin bon, a voulu s'annexer, on va dire, l'Ukraine, je veux dire, à son ère culturelle, économique, et bien forcément, ça allait déclencher une réaction à l'Est. Voilà, bon, ça oublie de l'histoire. C'est la même chose au Proche et au Moyen-Orient. On a voulu déstabiliser l'Irak, je dirais la Libye, etc., en oubliant que ce sont des pays jeunes aussi. Je veux dire, et en projetant des réalités. Oui, la Libye, on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Hein. On projette des réalités étatiques qui sont des concepts occidentaux sur des pays qui ont des systèmes parfois tribaux, avec des divisions religieuses extrêmement fortes que vous avez évoquées. Mais tout ça, c'est de l'oubli ou de la méconnaissance. Ouais, il y a un côté apprenti sorcier en fait, dans l'attitude de l'Occident, c'est ça. On s'est pas rendu compte que certains États ne tenaient que comme des bâtiments en ruine parce qu'il y avait des étés tout autour. Bon, c'était la guerre froide, si vous voulez, donc il fallait surtout pas toucher parce que si nous on s'en occupait, c'était l'autre qui risquait de venir. Et tout à coup, il y a des États qui se sont décomposés. La Somalie en est un exemple. Aujourd'hui, plus personne ne se préoccupe de ce qui se passe en Somalie, alors que, rappelez-vous, il y a encore une quinzaine d'années, il fallait absolument faire une opération militaro-humanitaire. C'était nouveau comme concept. L'intervention militaire n'a jamais permis de reconstituer un État. Bon, alors, Pierre Conesa, je vais vous mettre maintenant entre les mains de Géraldine. Ce sera un plaisir. Alors, vous dites qu'on ne doit pas se mêler de conflits entre religions, là où nous ne sommes pas naturellement. Bon. Alors, d'accord, on peut philosopher, mais c'est bien de se mettre à la place des politiques. Imaginons que vous soyez François Hollande et vous recevez un coup de téléphone du président malien qui vous dit il y a des forces islamistes, dont Al-Qaïda et d'autres, les Touaregs, qui occupent déjà toute la partie nord de mon pays, jusqu'à Tombouctou, et par la terreur. Et il y a un film là qui s'appelle Timbuktu qui montre très très bien comment ça marche, comment ils s'installent. Et ils sont en train de descendre, et ils seront à Mopti dans 48 heures, c'est-à-dire au sud du Mali. Aidez-nous. Et ils sont tout près de Bamako, la capitale malienne, hein, Géraldine. Absolument. 48 heures. Vous voulez savoir ce que j'aurais fait? Oui. Le Mali était classé 110e dans la hiérarchie de Transparency International. Si les Touaregs sont en insurrection depuis 20 ans, c'est parce que les aides qu'on leur a promis quand il y a eu les grandes sécheresses ne leur sont jamais arrivées. C'est-à-dire qu'on est en train de défendre un régime auquel, encore une fois, on n'a imposé aucune conditionnalité politique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc on va faire l'intervention militaire, on va faire l'intervention militaire pour arrêter la progression des islamistes. Deuxième remarque, vous avez remarqué qu'ils ont détruit les bibliothèques tenues par des malékites. Donc on revient dans une problématique qui est interne à l'islam, c'est-à-dire que ce sont encore une fois des salafistes qui avaient fait exactement le même type de comportement quand Abdel Wahab, avec Ibn Saoud, ont pris la Mecque. Ils ont détruit les bibliothèques, ils ont même voulu détruire le cimetière dans lequel étaient enterrés les compagnons du prophète. Ils ont failli détruire la tombe du prophète. C'est pour vous dire si en termes de... Il y a peut-être que les Khmers rouges, si vous voulez, dans la même catégorie. Et donc cette catégorie-là, si vous voulez, c'est un problème qui aujourd'hui concerne l'islam. Ce sont les malékites qui sont en train de se mobiliser contre les salafistes. Ce sont les musulmans qui se font les premiers et donc, encore une fois, ce n'est pas une guerre de religion qui nous concerne. Quand on intervient localement pour arrêter une progression militaire, c'est une chose. Mais si on ne pose pas de problématique politique, on revient dans la situation de l'Afghanistan ou de la Libye. Vous voyez, on vous a rendu service, maintenant débrouillez-vous. Non, c'est pas possible. Donc, Donc, j'aurais imposé des conditionnalités politiques, comme d'ailleurs à l'intervention militaire au Moyen-Orient. Quelle est la conditionnalité politique
notre intervention? Le processus électoral, il y a eu des aides au président Mali. Enfin, je veux dire, on peut pas dire que ce soit une dimension juste... de la politique extérieure que personne n'a jamais pris en compte, c'est le fait que la corruption est une donnée stratégique aujourd'hui. Si des États se décomposent, en particulier en Afrique, dans laquelle on annule d'ailleurs très souvent la dette, vous avez remarqué, en particulier au Congo-Zaïre, qui était effectivement l'État le plus riche d'Afrique. Donc si on annule les dettes... pas 40 milliards comme ce serait pour la Grèce. Certes, mais enfin avec Mobutu, si vous voulez, on atteignait quand même de 12 milliards, quelque chose comme ça. Enfin bon, donc on est dans des situations où, si on ne prend pas en compte la conditionnalité politique d'une intervention militaire, on fait ce qu'on fait partout. On envoie du militaire, puis ensuite on le retire, ça nous coûte cher. J'ai fait le calcul de ce que va nous coûter l'Afghanistan. Mais attendez, vous parlez pas du Mali, parce que le Mali, plein de gens trouvent que ça a été la seule guerre légitime et relativement bien menée. Là, j'aimerais avoir la réponse de François Bayrou. Non, moi je pense que l'opération au Mali était indispensable et qu'elle a été bien faite. Alors, sauf qu'on l'étend aujourd'hui à tout le Sahel. Oui, c'est vrai. Donc c'était très bien fait. Mais je pense, moi, qu'elle a atteint son but et que c'est moins désordonné que ça n'a été fait ailleurs. Je pense que l'armée est intervenue de manière... Ailleurs, c'est la Libye, bien sûr. Oui, bien sûr, par exemple. Même la RCA. Non, je pense que là, on a rempli une mission d'urgence, car imaginez que la chute d'un État aurait donné un foyer politique central et des moyens étatiques aux forces que nous définissions avant et qui sont épouvantables. Moi, en tout cas, j'ai soutenu l'intervention au Mali. J'étais opposé à ce qu'on aille... je me suis opposé... vigoureusement à l'époque, virulence à ce qu'on aille bombarder la Syrie, parce que je trouvais que c'était absolument pas la même chose, et pourtant tout le monde, beaucoup de mes amis et de mes concurrents étaient du même avis. Il fallait aller frapper la Syrie. Moi, c'était pas mon avis, mais j'ai soutenu l'intervention au Mali et je regrette pas de l'avoir fait. Non, je crois que je me suis mal exprimé. J'ai toujours dit qu'une intervention militaire devait être conditionnée par une analyse politique de la situation et une conditionnalité politique. C'est exactement la situation en Irak aujourd'hui. On va défendre l'Arabie saoudite qui a donné naissance au salafisme, qui aujourd'hui est le monstre qui se trouve dans l'État islamique. Mazarine Pajot. Oui, non, j'entends, enfin, sur les questions géopolitiques, etc. C'est les chiites qui tapent sur les sunnites, enfin, et plutôt l'inverse d'ailleurs. Mais les populations civiles dans tout ça, on les laisse tomber. Il y a deux choses différentes. Le fait qu'on défende les minorités chrétiennes qui sont persécutées par l'État islamique, le fait qu'on défende les yazidis, c'est une chose. Mais c'est autre chose que de faire un bombardement. C'est autre chose. Est-ce que vous pensez qu'une bombe de 250 kilos ou de 500 kilos, comme la question s'était posée à Gaza, est une manière de le faire de la lutte antiterroriste? Non. Non. Mais justement, à propos de la guerre de la lutte antiterroriste, c'est quand on parlait de guerre tout à l'heure, c'est intéressant, cette terminologie de la guerre. Effectivement, je pense comme vous qu'il ne s'agit pas d'une guerre, qu'il faut faire attention avec les mots. Mais néanmoins, on est quand même face à des nouvelles modalités, à savoir, on va dire, vraiment, entre guillemets, une guerre, pardon, parce que je vois pas d'autres mots pour l'instant, asymétrique. C'est-à-dire qu'on est face à un ennemi invisible. Et c'est peut-être ça qui crée cette espèce de, je sais pas, d'atmosphère d'angoisse, anxiogène et d'impuissance. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Il y a un aspect aussi que vous avez soulevé, c'est le fait que c'est une guerre sans front. C'est-à-dire qu'il y en a une partie ici, il y en a une partie là-bas. Et c'est la première fois qu'on est face à cette situation où le phénomène de radicalisation... Donc c'est une guerre? Non. Bah ouais, je viens de l'entendre. Mais si. Non, mais c'est une guerre sans front. Enfin, c'est une guerre sans front. Excusez-moi, mais il y a quand même des fronts. Il y a des fronts en Afrique, il y a des fronts en Moyen-Orient. Non, mais quand on parle de la France... C'est la première fois qu'on a une forme de radicalisation religieuse dans laquelle le phénomène d'écho international est aussi fort. Quand on a eu Jim Jones, quand on a eu l'ordre du Temple solaire, quand on a les témoins de Jéhovah, on n'est pas sur un phénomène sectaire, il est religieux aussi, mais qui n'a pas cette résonance, si vous voulez, aux questions internationales. Non, mais justement, c'est ça qui caractérise cette radicalisation. On est dans la même séquence, vous pensez là. C'est la suite du 11 septembre, vous diriez? C'est une étape de même nature. Mais ce qui change probablement par rapport au 11 septembre, c'est que l'organisation même s'est transformée. Oui. Et Al-Qaïda, si vous voulez, en deux mots, pour comprendre ce qu'était Al-Qaïda, il fallait lire. Aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est l'État islamique, il suffit de regarder. C'est-à-dire c'est un changement fondamental de méthode de propagande. Et donc on est dans quelque chose qui explique que nos jeunes, si vous voulez, tout à coup se sentent mobilisés sur cette espèce de tiers-mondisme nouvelle génération. Eliott Abekassis. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se voiler les yeux et de dire arrière les canons au moment, comme ce qui s'est passé quand Hitler a annexé l'Autriche et puis qui massacrait les Juifs? Là, il y a des massacres de chrétiens, des massacres massifs, il y a des vrais fronts de guerre. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se retirer du jeu en disant non, mais ça ne nous concerne pas, ça va bien se passer, ils se débrouillent entre eux là. On va les laisser se débrouiller entre eux. Moi j'ai dit qu'il fallait défendre les minorités, j'ai jamais dit qu'il fallait les laisser massacrer. J'ai dit défendre les minorités, défendre les yazidis, défendre les chrétiens d'Orient. Oui. Alors les défendre comment? Ah bah écoutez, ça, il y a des méthodes qui sont autre chose que de bombarder.
le fait qu'on fasse des opérations militaires de dégagement, à un moment donné, on a bien envie de bombarder les camps de concentration et faire la guerre à l'Allemagne, si vous voulez. Sinon, à un moment donné, on est obligé de faire la guerre. Si on veut défendre les chrétiens qui sont en train d'être massacrés massivement, à un moment donné, il faut bien... Non, il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes, c'est pas vrai. Mais quelles sont ces méthodes? Je comprends pas. On peut faire des zones sanctuarisées, comme on l'a fait au Rwanda. Ça veut dire quoi, ça? Des zones sanctuarisées, ça veut dire des zones militarisées dans lesquelles l'ennemi sait... Donc il y a une intervention, là. On intervient, mais on sait que, si vous voulez, il y a une zone frontière. On construit une frontière artificielle. C'est autre chose que de faire du survol aérien, de bombarder, et ensuite se retrouver avec des populations qui finalement se solidarisent avec la cible. C'est exactement la population de l'Allemagne pendant les grands bombardements. Les Allemands se solidarisaient avec Hitler parce qu'ils trouvaient injuste d'être bombardés de manière indifférenciée. Jean Sébilla. Deux remarques. Une de fond d'abord, pour donner en partie raison à Eliott Abekassi. Malgré tout, ce qui est vrai, c'est que tout en faisant toutes les distinctions nécessaires, évidemment, on est d'accord, distinguer l'islam du terrorisme. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est évident. Enfin, la zone d'extension du terrorisme se trouve dans des pays où l'islam est présent. Je veux dire, donc ça donne un terreau possible. Hein, je ne fais pas les assimilations. Donc je veux dire, l'extension est aussi liée. Ce qui crée ce climat d'inquiétude, c'est qu'on ne sait pas d'où ça peut partir, dans quel pays où il y a de l'islam, ça peut démarrer cette radicalisation. C'est parce qu'on ne précise pas leur objectif. Leur objectif est de créer l'affrontement au sein de nos pays entre les musulmans et le reste de la population, de manière que un front se crée et que, en masse, les musulmans rejoignent la déstabilisation de ces pays. Non, mais vous êtes d'accord avec cette analyse sur ces villages. C'est ça le but à atteindre. L'autre élément important, et c'est sur ce point qu'il faut regarde de notre histoire, c'est que la France, traditionnellement, a toujours été un grand pays militaire. Voilà. Depuis 15-20 ans, il y a une sorte de consensus social, culturel autour de l'idée qu'il fallait réduire le budget de la défense, que la chose militaire n'était pas si importante, etc. Or, on s'aperçoit brusquement, d'ailleurs le président Hollande vient tout d'un coup de prendre des décisions, faire un petit peu marcher, on s'aperçoit que si l'armée on en a besoin et qu'on en aura de plus en plus besoin. Je pense que c'est un choc culturel dont on n'a pas besoin et de voir que il y a quelque chose qui fait sourire, c'est de voir que combien les forces de l'ordre ont été applaudies au mois de janvier, y compris par tous les 68ards qui criaient naguère CRSSS, ça fait sourire, voilà. Mais sourire si la chose était dramatique, voilà. Je veux dire, on est en train, là il y a une mutation qui est forte de notre histoire politique, c'est-à-dire qu'on va redécouvrir l'importance du facteur militaire dans la gestion d'un État. Mais si vous voulez, le fait de décider tout de suite dans les mois des attentats d'augmenter les budgets et les effectifs des services de renseignement, des services de police, c'est une réaction normale. Je me pose une question de savoir si l'armée a un rôle à jouer en matière de lutte antiterroriste. C'est la théorie qu'avait développée George Bush avec l'invasion en Irak, et on l'a fait en Afghanistan. À chaque fois, ça a été un échec. Donc, utiliser des attentats sur la question budgétaire, c'est une chose. Là, ensuite le deuxième aspect, c'est que tout ça ne fait pas une politique. Je pense qu'il est indispensable radicalisation. Moi, je pense qu'il est indispensable d'avoir un outil de défense. Oui, mais avoir un outil de défense, encore une fois, et d'avoir une capacité de défense stratégique. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et que si on avait à parier, c'est pas moi qui vais vous expliquer que le budget de défense ne sert à rien. J'ai passé 20 ans au ministère de la Défense. Si on avait à parier, une fois, une armée, ça sert à faire un certain type de conflit. Eh bien, je dis simplement que si on avait à parier, le pari le plus raisonnable, c'est de penser que nous allons nous trouver devant des situations inédites. Et pour ça, il faut avoir une capacité de réponse. Bon, alors avant d'aborder avec vous, Jean Sébilla, l'anti-historien, enfin l'historien anti-politiquement correct, la question de la France, est-ce que la France peut se réconcilier avec son histoire? Moi j'ai une petite question toute simple, posée d'ailleurs, on voit bien qu'on est tous un peu plus ou moins hantés par l'idée du déclin. La descente aux enfers de la France, elle a commencé quand pour vous, l'anti-historien? Jacques Bainville disait en plaisantant que déjà sous Louis XIV ça allait mal, donc et pourtant il était monarchiste, donc je crois pas, ça a toujours été mal, donc c'est pas non, je crois pas moi la notion de décadence. Des hommes va toujours mal. Je crois pas la notion de décadence. Déjà sous Clovis, le déclin avait commencé, c'est ça? Oui, non, ça j'y crois pas. Non, la vraie question est de savoir si pour un pays, c'est savoir s'il a la maîtrise de son destin, si l'État est à la hauteur des défis collectifs. Quels sont les rapports avec son voisin, avec ses voisins, ça c'est les vraies questions. Alors, puis la question aussi évidemment, c'est la prise en compte ou non de son identité, le mot est imparfait, parce qu'on a des identités, ça je pense aussi, mais enfin, savoir qu'il y a quand même un pays à un être,
qui détermine une certaine forme de culture, de civilisation, de forme politique. Et si on néglige tout cela, eh bien, on ampute la réalité et on est aveugle. On se rend aveugle soi-même. Alors, vous devez bicher énormément en ce moment, parce que le sous-titre, par exemple, de l'histoire passionnée de la France, qui est une sorte de best-seller comme ça continue, ça devrait être fier d'être français. Oui, et en ce moment, on sent bien qu'il y a une grande partie des Français qui sont fiers, fiers d'eux-mêmes, fiers du pays, même s'ils sont un peu tristes. Même s'ils sont un peu tristes. Là, vous êtes en train de devenir politiquement correct. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe là ? Je veux dire, c'est les gens qui étaient politiquement corrects qui me rejoignent. Donc moi, je m'en réjouis. Non, mais je pense qu'il faut être fier de son pays, l'aimer, ce qui ne veut pas dire être aveugle sur ses erreurs collectives. Enfin, vous êtes parfois, vous trouvez, on a été formidable partout, en tout. Hein, non, les élèves, non, pas du tout. Il y a des pages noires de l'histoire, mais enfin, on ne peut pas écrire l'histoire uniquement avec ça, voilà. Et en revanche, c'est une histoire formidable que celle de notre histoire, et qui est une histoire qui, à mon avis, peut être rassembleuse. C'est précisément, je veux dire, on s'en aperçoit en ce moment, enfin, autour des débats qu'on a autour de, après, post-attentat, enfin, c'est des débats qui durent depuis 30 ans, en réalité, c'est que si on se veut un destin collectif, le vivre ensemble dans un pays. Un pays, la France, j'en suis désolé, c'est une nation. Donc, c'est un fait d'histoire. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas européen, on l'est aussi. Mais enfin, je veux dire, aimer la France, européen gaulliste, quoi, c'est ça. Aimer la France, je veux dire, ça peut concerner tout le monde, quel que soit d'où les gens viennent, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, etc. Mais enfin, cet être de la France, il a une histoire. Encore faut-il apprendre, le connaître, l'aimer et se mouler dans cette histoire. Et une histoire singulière. Ça, c'est quelque chose. Et une histoire singulière parce que nous sommes un des seuls pays qui soit une nation. Et que, par exemple, quand vous dites aux Espagnols, à mes voisins basques, catalans, qu'ils sont une nation, ils considèrent que leur nation, c'est, pour la plupart d'entre eux, le Pays Basque, la Catalogne, et que l'Espagne est un ensemble attendez, les Corses et les Bretons, s'ils vous entendent, ils vont être furax. Hein. Non, sur je parle pas de Corse ça et de Bretons. Non, je pense que en France, la réalité, que nous sommes une nation, que nous sommes un ensemble avec une très forte adhésion, c'est une réalité originale en Europe. Si nous sommes une nation, est-ce que c'est pas parce qu'il y a la mer, c'est-à-dire tous ces peuples qui ont reflué, à un moment donné, ils se sont trouvés bloqués, c'est la grande thèse de Jacques Bainville. C'est-à-dire, et puis là, la France a commencé à se constituer parce qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Non. Oui, il y a aussi, je pense qu'il y a surtout le pouvoir de l'État. Je veux dire, nous sommes une nation politique. Nous sommes une nation parce qu'on a été construit par l'État. D'où l'importance de la politique en France. Je veux dire, on a été construit par l'État. D'abord les rois de France, la République, Napoléon, etc. Je veux dire, le rôle et le rapport que nous avons à l'État est lié à notre histoire. Nous sommes une nation politique. Je veux dire, c'est pas le cas de l'Allemagne, c'est pas le cas de l'Angleterre qui est une autre histoire. C'est pas le cas de l'Italie, c'est pas le cas de l'Espagne. C'est pas le cas des États-Unis. Nous sommes vraiment une nation qui a été construite par l'État. Singulier. Et c'est bien comme ça. Et c'est très bien. Alors, et ça ne nous empêche pas de vivre avec les autres. C'est ça parce qu'il y a une conclusion implicite qu'il faut qu'on tranche. Il y a des gens qui disent parce que nous sommes singuliers, nous n'avons pas à vivre avec les autres, ou le moins possible, ou d'un peu loin. Et d'autres qui pensent que parce que nous sommes singuliers, c'est intéressant que nous vivions avec d'autres. Pas en abandonnant notre singularité, au contraire, mais parce que nous avons quelque chose à dire, non seulement à dire, mais à partager avec d'autres. Et le fait que nous ayons pu faire vivre ensemble des peuples, enfin des communautés régionales, par exemple, différentes, c'est intéressant. Alors c'est Eliette Abécassis qui va s'occuper de vous maintenant, Jean Sévilla. Alors, vous critiquez l'histoire de France, et l'enseignement de l'histoire de France politiquement correcte, parce qu'elle est idéologique, et c'est une idéologie culpabilisatrice selon vous, mais il semble que dans votre histoire de France, vous fassiez exactement ce que vous reprochez aux autres, évidemment avec une autre idéologie. Alors, j'en ai beaucoup. Alors, les rois de France, ils sont tous merveilleux. Même Saint-Louis qui a fait des massacres, qui ne mérite pas, à mon avis, pas trop le mot de ce saint. Connard de Louis XV aussi, qui est quand même pas... Louis XVI, jouisseur. Marie-Antoinette sont merveilleux. Alors en revanche, vous n'aimez pas du tout la Révolution française. La Commune, c'est une horreur. Alors le pompon, c'est Pétain, dont vous dites qu'il voulait régénérer la France.
vous le mettez sans guillemets. Alors pourquoi la France était-elle dégénérée? Est-ce que c'était à cause des Juifs, des francs-maçons, des républicains? Pas vous, Eliette Abécassis, pas vous. C'est très petit ça comme attaque, parce que c'est vraiment, ça correspond ni à ce que je pense, ni à ce que j'ai écrit, ni dans ce livre, ni ailleurs. Alors non, je vous en prie, je veux dire, j'ai fait un livre d'histoire, qui est un livre d'histoire factuel, qui raconte l'histoire de France. Alors c'est pas du tout factuel, c'est vraiment l'histoire du point de vue du royalisme. Mais non, ce n'est pas l'histoire du point de vue du royalisme. C'est une géographie, mais alors au sens propre du terme. C'est une succession de portraits de saints. Mais pas du tout, ce n'est pas vrai. Sauf les révolutionnaires qui sont... On n'a pas le temps de développer tout ça ici, dans les 3 minutes que nous avons pour en discuter, ce n'est pas vrai. Ce sont des faits. Je raconte une histoire de France, c'est vrai que la monarchie française a existé dans notre histoire, puis il y a eu une révolution qui a été un événement majeur, une coupure. Pour vous, c'est une catastrophe. Hein, je veux dire qu'on aurait pu faire l'économie de la Révolution française, ça j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. On aurait dû en rester à la monarchie, vous pensez? Écoutez, je veux dire... Est-ce qu'il faut rétablir la monarchie? Ça, c'est un... Mais le problème ne se pose pas comme ça. Non, mais répondez à la question. Si elle était rétablie, ça ne me dérangerait pas. Mais je veux dire, les Britanniques ou les Belges ou les Espagnols ont une monarchie. Je veux dire, ils s'en portent pas plus mal. Ce sont des démocraties qui se portent bien aussi. Donc, je veux dire, ne faites pas des assimilations trop faciles. Je veux dire. Donc, le débat n'est pas là. Je veux dire, si je fais un livre d'histoire qui raconte l'histoire de notre pays, ce n'est pas vrai. Je m'inscris en faux contre votre affirmation selon laquelle je ferai une espèce de vie en rose de la France. Je veux dire. Non, mais vous aimez la France, vous la trouvez toujours formidable. Peut-être que vous avez un peu raison, ça fait du bien d'ailleurs parfois par les temps qui courent. Alors il aime les rois, il aime Pétain, vous aimez une certaine France. Écoutez, c'est pas vrai sur Pétain, mais je veux dire, enfin, on va pas faire l'exégèse de mon livre, mais je veux dire. Si, parce qu'il y a des phrases, c'est quand même gênant de donner à ça. Ce qui pose toujours problème quand on écrit l'histoire de France, c'est notre capacité à donner des leçons à tout le monde. C'est-à-dire qu'on explique qu'on est le pays des droits de l'homme, on a gagné le titre définitivement, comme les Brésiliens sont champions du monde de football définitivement. Et on explique à tout le monde, quand on signe en 48 la charte de l'ONU sur les droits de l'homme, on est la 2e puissance coloniale de la planète. C'est quand même fascinant, c'est-à-dire cette espèce de schizophrénie qui est la nôtre, pour expliquer que nous sommes très très bien d'un côté et très mauvais d'un autre, c'est notre caractéristique. C'est-à-dire qu'on est incapable de tenir un discours de la cohérence. Non, mais on peut être fier de l'identité française en étant fier de la Révolution, de la Commune. Bien sûr, mais je ne vous dis pas le contraire. La question, à la limite, c'est pas quel est votre positionnement politique, c'est que vous dénoncez effectivement dans l'enseignement de l'histoire en France une forme d'idéologie qui serait la bien-pensance, qui est effectivement une idéologie très médiocre, on va dire. Mais comment faire l'économie d'une forme d'idéologie dès lors que l'histoire s'enseigne selon un récit? Je veux dire, tout récit, tout roman, alors d'autant plus le roman national, est nécessairement biaisé par une forme d'idéologie qui est celle du présent. On raconte toujours l'histoire de notre présent, et notre présent, évidemment, n'est pas nettoyé de toute idéologie, par définition. Par définition, et tous les historiens sont le reflet d'une époque, d'une société, d'une vision du monde. Mais enfin, les faits sont les faits. Et notamment dans la pédagogie, où effectivement, on a beaucoup mis en avant le récit, parce que c'est plus pédagogue. Là, on peut faire mentir l'histoire, c'est quand on tait une partie des faits. Je veux dire, quand vous dites je dis du mal de la Révolution française. Non, j'insiste, mais je ne réduis pas la Révolution française à ça, mais je veux dire, la dimension terroriste de la Révolution française est quelque chose de majeur. Or, je veux dire, aujourd'hui, on fait silence sur cette partie-là, mais je veux dire, c'est la première expérience globale d'une dictature par une minorité qui a exercé son pouvoir de manière tout à fait terroriste. Jean Bayrou ? La terreur n'est pas un idéal politique pour moi, c'est même à peu près le contre-exemple. Mais alors, la terreur. Je veux bien, non mais simplement pour me joindre à l'idée que... Comment ça l'est? Ça fait 20 ans qu'on commence en effet à dire la vérité. Mais non, mais il y a encore pas si longtemps que ça, les grands universitaires louaient la terreur. Hein. C'était la position officielle à l'université. On considérait que c'était une mesure nécessaire, indispensable, qui avait été prise à l'époque. Mais il est possible que comme... Je veux dire, c'était faire bon marché de la vie de toutes les victimes. Il est possible que la révolution soit un bloc et que rien de tout cela n'ait été en réalité évitable vraiment. C'est possible. Mais, en tout cas, la terreur ne peut pas être présentée comme un idéal ou quelque chose à louer. Ça a été quelque chose d'extrêmement dur. Mais je voulais revenir en une phrase à votre affirmation selon laquelle, au fond, comme l'histoire enseignée est un récit, c'est une idéologie. Moi, je ne crois pas ça. Je pense qu'il y a une approche laïque, au sens respectueuse des faits,
capable de traduire ce que sont les horreurs d'un côté et les idéaux de l'autre, et qu'on n'est pas obligé d'essayer de soumettre les élèves, on a tous été profs ici, on n'est pas obligé de soumettre les élèves à la domination d'une vision ou d'un regard. Aujourd'hui, il y a une histoire critique. Je crois tout à fait mais néanmoins, ne serait-ce que dans la sélection du programme, on est d'emblée et nécessairement déjà. Mais c'est pourquoi la sélection chronologique n'est pas absurde. Pour moi, c'est... Pour apporter quelque chose à votre analyse, moi, quand j'ai passé l'agrégation d'histoire, je croyais que j'avais effectivement compris. C'est-à-dire, je voyais bien effectivement comment passer les choses s'enchaîner rationnellement, etc. Ensuite, j'ai participé pendant 20 ans à des décisions publiques. Je me suis rendu compte comment étaient prises les décisions publiques. Et je me suis rendu compte du travail de rationalité que fait l'historien ensuite pour expliquer que les acteurs sont rationnels, qu'ils ont travaillé, qu'ils connaissaient les dossiers, qu'ils réfléchissaient, etc. Alors que aux décisions auxquelles j'ai participé, parfois les plus graves, je me rendais compte qu'il y avait un amateurisme extraordinaire. Ça peut arriver. Et donc, ça peut arriver, oui. Et donc, on est dans cette situation-là où le travail de l'historien, idéologiquement, c'est de supposer une rationalité des acteurs. Alors, pour revenir au tragique de l'histoire, est-ce que on n'est pas dans une période qui pourrait préparer une nouvelle révolution? C'est possible. Ça vous sentez ça parfois? Il y a une phrase qui tout à l'heure a été dite, je crois que c'est par vous, qui disiez il faut mettre de la rationalité dans la politique ou dans la démocratie, et c'est ça au fond. Moi je pense que la démocratie c'est plus souvent des passions que de la raison. On peut le regretter, on peut le regretter, et c'est même pire parce que très souvent on constate que les acteurs ont fait le constat, ont tiré la conclusion que c'était plus souvent des passions que de la raison, et très souvent, ils pensent que les passions noires, de détestation, de haine, d'affrontement, sont plus fortes que les passions positives. Et je crois que c'est vrai, mais la vocation, ou la noblesse en tout cas, ce que je m'imagine être la vocation politique, c'est précisément de contredire cette fatalité-là. Et de dire que on peut être là aussi pour ne pas se livrer à cette surenchère passionnelle, même si elle est électoralement payante. C'est un des débats que j'ai eu avec Nicolas Sarkozy. Il y avait un humoriste français qui disait, dans le tempérament français, même dans le passé, même le futur était meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un processus intellectuel où le tragique prend tout à coup une connotation qui a parfois rien à voir avec la réalité. Oui, moi je vois qu'il y a du tragique possible dans notre pays. C'est en cela qu'on est un pays extrêmement divisé. Voilà. Il y a pas de. Alors je voulais dire, c'est le contraire. Il y a eu le 11 janvier, mais est-ce que c'est pas artificiel? La grande manif avec tout le monde. Oui, voilà. Il y a une grande fragilité de notre société parce qu'il n'y a pas de valeur. Je crois pas, moi, malheureusement, qu'il n'y ait pas de valeur. Vous sentez qu'on est fragile, vous le sentez triste? Moi, je trouve en tout cas que ce qui s'est passé après le 7 janvier a une grande signification. Je ne dis pas que cette signification soit déterminante, qu'elle soit à jamais, mais la phrase que j'ai trouvée pour le dire, c'est « la France, quand on la cherche, on la trouve ». Et il y a eu là une offense terrible contre ce que, confusément, nous pensons que nous sommes. Et ça a provoqué une réaction, vous vous rendez compte, 40 000 personnes à Pau. C'est proportionnellement plus qu'1,5 million à Paris, n'est-ce pas? Sortis simplement parce qu'on a dit on va aller dans la rue et on va dire que c'est impossible. Il me semble que c'est quelque chose d'important et de positif. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, il est trop tôt pour le savoir. Mais à la question, au fond, que vous avez abordée, ce qui est celle de l'unité du pays, l'unitarisme, je dirais presque, du pays. Il me semble que ces manifestations ont apporté un début de réponse. Les gens ne se sont pas divisés, alors que tout était fait pour ça. C'était même le but des attentats, à mon avis. Les gens ne se sont pas divisés, ils se sont réunis pour dire non, c'est pas ça et c'est pas chez nous. Et c'est pas comme ça, c'est pas ce que nous sommes. Et aussi difficile à apprécier que soit la nature et l'avenir de ce mouvement, pour moi, je le trouve positif. Alors peut-être est-ce mon idéalisme et mon optimisme. Voilà, merci. Bien, je rappelle les titres de vos livres. Un amoureux de la France qui raconte l'histoire de la France, l'histoire passionnée de la France. C'est aux éditions Perrin.
Pierre Conesa, La fabrication de l'ennemi, c'est aux éditions Lafon. Et puis 2 exemplaires des œuvres complètes et abondantes de François Bayrou, de La vérité en politique et La France solidaire. C'est écrit par l'auteur lui-même, sans nègre. Voilà. Merci. À la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire samedi à 19h pour une nouvelle édition des Grandes Questions. À la semaine prochaine.